Bienvenue sur Access of Truth sur JNS TV. Je suis Émilie Schrader et cette semaine, je suis à Mexico, pas en studio. Je vais bientôt vous présenter une interview exclusive avec l'ambassadrice d'Israël au Mexique sur son expérience. Elle a été la cible d'un complot d'assassinat de la République islamique d'Iran. Avant l'interview, je souhaite évoquer quelques points, les grands événements de cette semaine que je devais vous raconter immédiatement. D'abord, une mise à jour sur la réalité en Iran, car ce que le régime communique ne reflète pas la situation réelle. Ce que les médecins et les témoins, même ceux à qui j'ai parlé sur place, rapportent à propos de ce qui se passe en ce moment. Nous savons qu'en ce moment, le président Trump a déclaré que les exécutions qui devaient commencer en Iran ont en fait été arrêtées. Il a indiqué que 800 exécutions avaient été annulées, mais le régime contredit désormais ouvertement cette déclaration du président Trump. Nous avons vu des responsables du pouvoir judiciaire et du régime, ainsi que des médias alignés sur le régime, nier publiquement que des exécutions aient été arrêtées. De plus, nous savons qu'il y a eu de nombreuses exécutions presque chaque jour la semaine dernière. En plus, de nombreuses exécutions extrajudiciaires persistent, nous y reviendrons. Ils ont également promis qu'ils exécuteraient ce qu'ils appellent les ennemis de l'État, ce qui, comme nous le savons, fait référence à tous les manifestants sur le terrain. Les médecins en Iran décrivent une réalité bien différente de celle que le régime tente de montrer sur les manifestations. Il y a une médecin qui a déclaré aux médias internationaux que les hôpitaux sont non seulement débordés par des manifestants qui ont été abattus à bout portant avec des balles réelles, mais qu'on observe aussi un phénomène de blessures par balle à la poitrine, au cou et surtout à la tête, ce qui signifie que ces forces du régime visaient délibérément les civils. Le personnel médical affirme également que, dans de nombreux cas, les forces de sécurité sont entrées dans les hôpitaux pour arrêter des manifestants blessés, et dans certains cas, elles les ont même exécutés. Ils ont aussi lancé des gaz lacrymogènes dans les hôpitaux et ils ont complètement pris le contrôle des hôpitaux, apparemment, selon des sources sur place, de tous les hôpitaux publics ainsi que de certains hôpitaux privés. Les médecins signalent qu'ils sont surveillés, menacés, forcés de ne pas soigner les manifestants blessés et, bien sûr, de ne pas parler aux médias. Ce que nous savons jusqu'à présent, c'est que, selon plusieurs rapports indépendants, plus de 36 500 manifestants ont été tués lors de cette vague de protestations. Nous voyons aussi que les soignants affirment, tout comme toutes les sources à qui j'ai parlé ces dernières semaines, que les chiffres sont bien plus élevés que ce nombre de 30 000 parce que le régime fait tout pour cacher ses crimes. C'est en partie la raison pour laquelle il n'y a pas de connexion Internet, à l'exception de ceux qui ont un accès spécial. Puisqu'ils sont dans le régime depuis plus de 20 jours, alors que Trump entend que les exécutions ont cessé, les responsables font ou déclarent publiquement le contraire. Ces dernières semaines, des hauts responsables et des médias proches de l'État ont renouvelé leurs menaces liées au soutien américain aux manifestants iraniens et à Israël, incluant des avertissements clairs sur toute représailles contre les biens et intérêts américains au Moyen-Orient. La semaine dernière, des responsables du régime ont même menacé directement le président Trump. Désormais, l'exécution de ces manifestants survient après les manifestations, ce qui est l'un des aspects les plus préoccupants du phénomène observé. L'une des personnes concernées était Hamid Hamidian, que je connaissais personnellement. La dernière publication de Hamid sur X était un appel direct à Trump pour qu'il soutienne le peuple iranien. 2 jours après ce tweet, il a été tué lors d'une manifestation. Ce ne sont pas des actes aléatoires. Les manifestants identifiés sont éliminés discrètement après le départ des caméras. C'est en partie pour cette raison que le régime a été si déterminé à couper l'accès à Internet pendant cette période. Je veux parler de cette histoire aujourd'hui. Alors que des Iraniens sont tués sur le terrain, la République islamique mène une opération d'influence coordonnée à l'étranger, conçue pour contrôler la façon dont le monde perçoit ce qui se passe à l'intérieur de l'Iran. Ils veulent contrôler le récit, d'où la coupure d'Internet depuis près de 3 semaines. Les seules personnes qui ont accès à Internet maintenant, en grande partie, à moins d'avoir trouvé une solution de contournement, sont celles qui possèdent ce qu'on appelle des cartes SIM blanches. Le régime a donné un accès Internet filtré aux membres du régime.
ce qui, bien sûr, présente une perspective biaisée et une réalité déformée de ce qui se passe réellement sur le terrain en Iran. Maintenant, une entreprise appelée Golden Owl a mené un projet de recherche pour enquêter sur certaines de ces opérations d'influence, et voici une mise à jour sur ce qu'ils ont découvert la semaine dernière. L'enquête de Golden Owl met une chose en évidence dès le début. Il ne s'agit pas d'un débat en ligne organique. C'est une opération organisée de désinformation, alignée sur l'État, opérant à grande échelle. Elle se déroule principalement sur X, ou du moins c'est ce que Golden Owl enquête, et elle vise principalement les publics occidentaux, plutôt que les Iraniens à l'intérieur du pays. Golden Owl a analysé des milliers de comptes sur X et identifié un réseau à 2 niveaux, centré sur plusieurs centaines de comptes d'origine. Ces comptes étaient responsables de répéter ou de créer, les récits que la République islamique souhaite promouvoir, puis de les entourer. Il y avait des milliers de comptes amplificateurs qui retweetaient ou republiaient rapidement, aimaient, commentaient et diffusaient ce même récit, ce même contenu dans les vagues coordonnées de cette campagne de désinformation. Les schémas de publication étaient synchronisés, répétitifs et chronométrés autour d'événements clés, escalade des manifestations, rapports d'exécution, condamnations internationales auxquelles le régime faisait face et discussions sur les sanctions. L'un des constats les plus accablants que Golden Owl a relevé dans tout ce scénario, c'est justement cette question de synchronisation. Ils ont donc documenté que ce réseau restait très actif même pendant les coupures d'Internet à l'intérieur de l'Iran. Alors que les Iraniens ordinaires ne pouvaient ni publier, ni diffuser, ni communiquer avec le monde, ces comptes restaient pleinement opérationnels. Cela suggère fortement que l'opération était soit menée depuis l'extérieur de l'Iran, soit qu'il disposait d'un accès privilégié qui n'était pas disponible pour les citoyens ordinaires. Golden Owl a ensuite organisé le contenu de ce réseau en catégories distinctes. Je vais donc vous les présenter pour que vous compreniez ce que vous voyez. Face à ces affirmations médiatiques, il s'agit d'abord de propagande pour le régime et les gardiens de la révolution islamique. Ces contenus vantent la direction de la République islamique et glorifient le corps des gardiens de la révolution islamique. Alors que les décès des manifestants sont niés ou minimisés, ou, dans certains cas, carrément rejetés, la deuxième catégorie de contenu que nous voyons consiste à délégitimer le soulèvement lui-même. Les manifestants sont présentés comme violents ou soutenus par l'étranger, chaotiques ou d'une certaine manière manipulés, dans le but de faire apparaître l'ensemble du mouvement comme moralement ambigu et politiquement dangereux. Maintenant, la troisième catégorie que nous observons concerne des attaques ciblées contre des figures de l'opposition, en particulier les partisans du prince héritier Reza Pahlavi. Nous avons vu de nombreuses campagnes de diffamation, théories du complot et moqueries contre lui et ses partisans, utilisées depuis des années, mais en particulier ces dernières semaines, pour affaiblir l'opposition iranienne la plus unie que nous ayons vue depuis de nombreuses années. C'est une tentative de diviser une opposition enfin unie. La quatrième catégorie est cette fragmentation de l'opposition. Nous avons constaté que certains comptes amplifiaient une rhétorique séparatiste, prônant la division de l'Iran selon des groupes ethniques ou des différends idéologiques et identitaires. Les chercheurs qui ont mené cette étude chez Golden Owl ont clairement indiqué que ce contenu n'était pas destiné à autonomiser les minorités ou quelque chose de ce genre. Au contraire, il s'agissait de diviser l'opposition et de renforcer la République islamique d'Iran, ce qui correspond à leur attitude depuis 47 ans. La cinquième catégorie englobe les messages anti-occidentaux et antisémites. Il s'agissait d'une multitude de contenus qui accusaient Israël, les Juifs et, dans certains cas, les États-Unis d'être responsables des troubles à l'intérieur de l'Iran. Cela permettait de détourner l'attention de la violence du régime dans le pays. Ce sont des personnes qui envoyaient des tweets à des comptes comme le mien, disant des choses horribles et odieuses, envoyant des menaces de mort, toutes sortes de discours haineux comme celui-ci. Ensuite, la sixième catégorie vise désormais le récit occidental. Nombre de ces comptes affirmaient être localisés aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et au Canada, bien qu'ils utilisent un VPN selon leur dire. Ce qui confirmerait encore une fois que le public principal de cette opération d'influence était constitué de journalistes, de décideurs politiques ou d'activistes de toutes sortes, en gros le public occidental
et non le public iranien. Et c'est important à comprendre parce que vous n'obtenez pas la véritable histoire lorsque vous la recevez du régime islamique actuellement. La Chouette d'Or a identifié plusieurs signes de contrôle coordonné ou semi-automatisé, dont une fréquence de publication anormale, des formulations recyclées dans des milliers de tweets et des vagues synchronisées de contenu sur plusieurs fuseaux horaires. La Chouette d'Or a surtout dévoilé une guerre de récits. Il y a une répression physique dans le pays contre le peuple iranien, accompagnée d'un nettoyage de l'information à l'étranger, donc leur objectif est de tuer le manifestant à l'intérieur de l'Iran. Ils envahissent votre fil d'actualité de fausses infos, facilitées par la coupure totale d'Internet à Téhéran. Puis, ils dominent le débat à Londres, Paris ou Washington avec leurs propagandistes, dont des personnes comme Trita Parsi du NIAC. Encore une fois, ce blanchiment de récits se produit en direct. La répression de masse en Iran est présentée par eux comme de la stabilité, et la violence d'État devient maintien de l'ordre. Cela m'amène à mon histoire suivante. Je veux en parler très brièvement, mais il est important de mentionner les médias concernant l'Iran. C'est un échec persistant, très similaire à ce que nous voyons en ce qui concerne Israël et leur couverture médiatique. Mais l'une des critiques les plus virulentes vise actuellement la BBC, à juste titre sur les réseaux sociaux et dans les commentaires. Des gens ont demandé pourquoi. Les manifestations massives, avec à Londres un chiffre rapporté de 100 000 personnes, ainsi que les massacres de masse en Iran et les coupures prolongées d'Internet dans le pays, sont à peine mentionnés dans la couverture de la BBC. Des téléspectateurs ont partagé des captures d'écran montrant l'absence ou la minimisation de l'Iran sur les pages d'accueil et émissions de la BBC. En fait, rien n'apparaissait sur la BBC. D'autres actualités mondiales, comme tout ce qui se passe à Gaza, reçoivent une couverture totale. Les critiques disent que l'accès difficile à l'Iran n'est pas une vraie excuse, ce que je confirme en tant que journaliste. Les médias utilisent souvent des images en source ouverte. Ils peuvent donc utiliser d'anciennes images ou même se passer d'images réelles. Pour couvrir l'actualité, leur travail consiste à relayer des témoignages et à échanger avec d'autres militants de la diaspora en lien avec leur famille. L'inquiétude souvent évoquée est que la prudence est devenue une autocensure qui finalement profite directement à la République islamique d'Iran. Et puis, il y a la question de VOA Farsi, qui est financée par les contribuables américains, sur un point vraiment important que le public américain doit comprendre. Il est censé fournir des informations non censurées aux Iraniens. C'est un outil essentiel pour les régimes oppressifs qui limitent l'accès à l'information, comme à Cuba ou en Iran. Mais les journalistes et d'autres personnes liées se sont récemment plaints de la censure du soutien au prince héritier Reza Pahlavi, systématiquement effacé de la couverture médiatique depuis la nouvelle prise de contrôle. Désormais, les slogans, interviews et déclarations qui reflètent le véritable soutien populaire au prince héritier à l'intérieur de l'Iran sont activement minimisés ou, dans certains cas, omis par VOA Farsi. Le directeur de VOA Farsi, Ali Javan Mahdi, a été largement critiqué pour ses propres opinions séparatistes. Ses opinions politiques sur l'Iran, comme d'autres journalistes et figures médiatiques de la diaspora, sont exprimées. Ils sont indignés que Kari Lake ait nommé cette personne et permis à ses opinions politiques d'influencer les décisions éditoriales. Des milliers de publications sur les réseaux sociaux ont exprimé cette préoccupation. J'en ai vu beaucoup moi-même. Pourtant, la direction a préféré se replier au lieu de répondre. Kari Lake, que ce soit par ignorance ou par malveillance, a défendu Ali malgré le mécontentement croissant selon lequel VOA Farsi ne reflète plus la voix du peuple iranien. En fait, elle la censure. Ils ont aussi récemment décidé de supprimer tout le son de toutes les vidéos provenant des manifestations à l'intérieur de l'Iran. Tout cela juste pour éviter d'être accusé de censurer le soutien au prince héritier Reza Pahlavi. Personne n'y croit. Kari Lake, fais ton travail. Passons maintenant à un sujet qui irrite les Iraniens depuis longtemps. Les dirigeants du régime vivent dans le luxe à l'étranger avec leurs familles aujourd'hui. Dans les épisodes précédents, j'ai évoqué Ali Ansari, mais cette semaine, nous avons vu l'étendue réelle de son réseau. Une enquête du Financial Times cette semaine a révélé qu'Ali Ansari, un banquier iranien sanctionné par le Royaume-Uni pour ses liens présumés avec les gardiens de la révolution islamique, a construit un empire immobilier européen d'une valeur d'environ 400 millions d'euros.
Les autorités britanniques avaient déjà gelé ses avoirs au Royaume-Uni, dont un portefeuille immobilier londonien de plus de 150 millions de livres sterling. Regardez cet épisode où j'explique comment il a fait cela, mais l'enquête du Financial Times a révélé bien plus. Ses actifs européens incluent un golf de luxe à Majorque, un hôtel de ski en Autriche, plusieurs hôtels haut de gamme à Francfort et un vaste centre commercial en Allemagne. Tout cela, bien sûr, est dissimulé derrière des sociétés écrans offshore dans des juridictions comme Saint Kitts et Nevis ou le Luxembourg. Dans ce cas, on ignore peut-être l'origine de chaque dollar, mais cela, on le sait. Le régime utilise ses élites pour créer des structures financières complexes et des entités offshore. Ils utilisent leurs familles pour transférer de l'argent hors d'Iran, protéger leurs avoirs et garder accès aux systèmes financiers occidentaux afin d'échapper aux sanctions. Cette dynamique est apparue lors du mariage luxueux de la fille d'Ali Shemkhani aux États-Unis. L'attention se porte à nouveau sur la famille Larajani, l'une des dynasties les plus puissantes du système de la République islamique. Aux États-Unis, Fatima Larajani travaillait à l'université Emory jusqu'à la semaine dernière. Elle a été licenciée après que son identité a été rendue publique et face au tollé suscité, ce qui était la bonne décision. Mais cela ne devrait pas s'arrêter là. Cette personne n'aurait jamais dû entrer aux États-Unis et doit être expulsée. Mais regardons du côté du Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, il y a Adil Larajani, qui vit ouvertement et travaille comme professeur de philosophie dans l'une des universités en Écosse, occupant des postes académiques, alors que sa famille est profondément enracinée dans le système judiciaire et la structure du pouvoir politique en Iran. En outre, un autre parent de Larajani est répertorié comme dirigeant de l'entreprise Peel Sorted, détenant la nationalité britannique. Pourquoi les enfants des responsables du régime ont-ils souvent la nationalité britannique, canadienne ou américaine? Nous ignorons l'origine précise de chaque dollar passant par ces entreprises, mais nous connaissons le fonctionnement du régime. Et nous savons que les élites du régime comptent sur ces membres de leur famille. Elles comptent sur la résidence et la citoyenneté étrangère, ainsi que sur les systèmes juridiques occidentaux pour protéger la richesse volée à l'Iran, pendant que les Iraniens ordinaires en paient le prix. C'est pourquoi les appels continuent de se multiplier pour enquêter sur ces réseaux, geler les avoirs lorsque cela est approprié, expulser les ambassadeurs et les diplomates de la République islamique, révoquer les visas liés à des régimes sanctionnés ou corrompus et tenir ce régime responsable de ses actes. Il ne s'agit pas d'une migration ou d'une immigration ordinaire dont nous parlons du blanchiment intentionnel du pouvoir du régime dans les systèmes occidentaux. Enfin, voici notre dernière histoire du jour. Après 843 jours, le dernier otage, Ron Gavilli, a été ramené chez lui. C'est son retour pour la première fois en 12 ans. Il n'y a plus d'otages israéliens à Gaza. Et waouh, j'ai attendu longtemps avant de pouvoir dire cette phrase. Ron était soldat, il a été le premier à entrer pour sauver des gens, il a été le dernier à sortir. Tuer le 7 son corps a servi des années de monnaie d'échange aux terroristes, soutenus par la République islamique. Sa famille a attendu près de 2 ans et demi pour le ramener et lui offrir des funérailles dignes. Le retour de Ron a été retardé car le Hamas disait ignorer où se trouvait son corps, ce qu'Israël a nié à juste titre. Les organisations terroristes négocieront toujours de mauvaise foi et exploiteront la bonne foi de leurs interlocuteurs contre eux. C'est tout pour Accès à la vérité cette semaine. Je reviens la semaine prochaine avec plus d'actualités, d'interviews et d'histoires du Moyen-Orient.